je vais vous parler rapidement, donc dans le topo raccourci, des nouveaux signes cliniques et de l'apport de ces signes cliniques finalement dans le diagnostic des maladies infectieuses. Et il y aura quelques exemples avec le Covid et autres. Ça, c'était juste pour illustrer effectivement le propos. Donc, c'est un des premiers stéthoscopes finalement, ni plus ni moins qu'un tuyau ou même un papier roulé. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, en fait, la sémiologie médicale, c'est une partie de la médecine qui étudie les signes signes fonctionnels, les signes physiques et les signes paracliniques. Et tout ça va donner un tableau clinique. C'était la façon qu'on avait de décrire les maladies. Mais à l'époque actuelle, en fait, on décrit les maladies plus maintenant par directement la biologie plutôt que par les signes physiques. Et on se trouve devant un espèce de paradoxe qui fait que quand on a une nouvelle maladie qui arrive, très rapidement, on connaît l'agent pathogène, mais on découvre la maladie. Et donc, on a cette espèce de description, on va dire, sémiologique qui se fait à l'inverse de ce qui était fait, avant. Et donc, je vais vous parler à ce propos de deux signes cliniques que l'on va retrouver dans le Covid pour illustrer ce propos, donc l'hypoxie heureuse et la gueusie anosmie. Et puis, je vous parlerai aussi de quelque chose qui nous intéresse aussi, qui est d'essayer d'avoir de nouveaux signes cliniques, notamment pour essayer de mesurer des signes, ce qu'on appelle subjectifs, qui ne se mesurent pas, pour pouvoir essayer d'objectiver un certain nombre de signes fonctionnels. Je parlerai du test Brassard dans l'objectivation de la perception de la douleur en maladie infectieuse. Alors, pour le Covid, donc, qui est une maladie émergente, en fait, on part du patient pour lequel la maladie est diagnostiquée finalement par la mise en évidence de l'agent infectieux. Donc, on se trouve dans cette situation-là. Et donc, c'est pour ça qu'on répète et on répète et on répète depuis le début de ce séminaire que l'observation est la chose essentielle. Et donc, on observe ces malades, on observe les signes, ou même d'ailleurs, on observe l'absence de signes. Vous allez voir que c'est important. Et puis, généralement, on aime bien ça avec Didier sur des cohortes descriptives. Et puis, on aime bien visualiser ça généralement par des analyses en composantes principales parce qu'on arrive à regrouper un certain nombre de choses. Vous avez déjà vu la diapo. Et puis, on essaye de décrire le poids de ces signes sur le pronostic général de la maladie. Et puis, on voit si ces signes peuvent modifier la prise en charge de ces patients. Alors, celui-là, vous l'avez déjà vu, hein, ce schéma-là, mais c'est simplement pour rappeler qu'on va parler de deux choses. D'une chose, la gueusie anosmie, donc vous voyez bien, qui est a priori quelque chose de très, très spécifique dans cette maladie. Et puis, la dyspnée et son inverse, l'absence de dyspnée, l'absence d'anosmie, dans ce tableau clinique, et leur relation, finalement, de ces deux groupes avec la sévérité de la maladie, qui est plutôt par là. Donc, on part en général de ça. Et donc, on va commencer par l'anosmie agueusie. Alors, sur la petite histoire, comme a dit Didier ce matin, en fait, cette agueusie, le deuxième patient qui est arrivé dans le service, qui était un jeune patient, moyenne jeune patient, on va dire, d'emblée nous a décrit, nous a dit, mais attendez, je ne sens plus rien, quoi. Et c'est un signe qui était évident, c'était vraiment quelque chose d'important. Et très rapidement, finalement, la gueusie anosmie, c'est devenu un signe très facile à repérer. Et d'autres parmi nous et d'autres en France avaient rapporté ces signes. Donc là, c'est un des papiers qui a été fait par une équipe du nord-est de la France, en rapportant effectivement la prévalence, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative, donc de la gueusie, de l'anosmie ou des signes associés. Vous voyez quand même qu'on a des données qui sont relativement intéressantes, hein, puisque c'est jusqu'à 80, un peu plus de 80%, effectivement, de valeur prédictive positive, le fait d'avoir une agueusie ou une anosmie. Donc, nous, on est allé juste un petit peu plus loin parce qu'on a fait un peu la même chose. On a essayé de regarder, finalement, si vous avez vu que l'analyse en composante principale faisait deux groupes. Les agueusies anosmies se voyaient plutôt chez les jeunes. Donc, on a vérifié effectivement ça. Et effectivement, ce signe-là est beaucoup plus fréquent, finalement, chez les jeunes, ce qui fait varier la valeur prédictive positive et négative de ce signe-là. Et donc, ce signe-là est un signe extrêmement important, finalement, dans le diagnostic du Covid, même s'il n'est pas spécifique du Covid, puisqu'on peut retrouver ça, bien entendu, dans un certain nombre d'infections respiratoires. Sur cette agueusie anosmie, la question, ce que l'on a essayé de savoir après, c'était qu'est-ce que ça devenait.
Et en fait, parmi les patients qu'on avait, on en a rappelé 356. Donc, il y a 297 de ces patients qui ont répondu, donc un taux de réponse de 84%. Au moment où on les a rappelés, 73% avaient complètement guéri. Ils avaient récupéré et l'odorat et le goût. Et 27% avaient toujours au moins un des deux troubles présents, donc 3 mois après le passage à l'IHU. Donc, en fait, nous, dans notre expérience sur ces agueusies anosmies, on a un délai de retour d'essence en moyenne de 30 jours, mais avec des extrêmes, vous voyez, il y en a qui récupèrent très, très rapidement, d'autres qui récupèrent très longtemps après, puisqu'il y en a un qui est allé jusqu'à 92 jours. Alors, la question qui se posait, c'est comment on peut essayer de récupérer cet odorat le plus rapidement possible. En fait, en regardant un peu dans la littérature et à droite à gauche, finalement, on s'aperçoit que la rééducation, en fait, est quelque chose qui marche relativement bien. Ça a été assez bien décrit, en particulier dans les agueusies et surtout les anosmies traumatiques, mais aussi dans les anosmies d'origine infectieuse. Et donc, cet entraînement, en général, est basé sur un entraînement à reconnaître un certain nombre de parfums comme les huiles essentielles, la citronnelle, le génol, etc. Et on arrive à récupérer effectivement une partie ou la quasi-totalité de ces troubles d'essence avec cette rééducation. Voilà, donc le take-home message, c'est les patients qui rapportent une soudaine perte de l'odorat et ou du goût doivent être considérés comme possible Covid. C'est vraiment un signe très, très important. Et donc, engager isolement, diagnostic, traitement. Le délai de retour à la normale en moyenne, 30 jours, avec les extrêmes de 91. Les corticoïdes ne doivent pas être utilisés pour traiter les anosmies aiguës au cours de la maladie Covid. Ça, c'est les recommandations de l'ORL qui ont été récemment publiées. Et puis, la rééducation, bien sûr, doit être commencée très tôt, car les bons résultats sont obtenus dans les prises en charge précoces. L'hypoxie heureuse est un deuxième signe qui a été originellement décrit, encore une fois, par les Chinois, dans tout premier papier clinique chez les Chinois. Ce que l'on sait, c'est que certains patients atteints de Covid se détériorent rapidement et apparemment sans avertissement. C'est-à-dire qu'on a des gens, alors c'est plutôt, on va voir une population qui est la population en risque, mais on retombe dans le schéma que vous connaissez, hein, donc ça c'est la PaO2, début des symptômes. Vous voyez que pendant la première phase, c'est la phase a priori virale, rien ne se passe de bien embêtant. Et puis, dès qu'on commence, ça correspond entre le 7e et le 10e jour à peu près, il y a une diminution effectivement de la PaO2, mais on voyait que la dyspnée apparaît relativement tardivement. Donc, il y a cette phase-là, finalement, qui est la phase critique, où il peut y avoir des gens qui n'ont pas de dyspnée, qui se sentent plutôt pas mal, mais qui sont dans une phase qui peut les précipiter très rapidement vers la dyspnée et vers effectivement l'insuffisance respiratoire. Cette absence de dyspnée, cette absence de détresse respiratoire s'accompagne très souvent d'une hypoxémie et une hypocapnie. Et c'est l'hypocapnie qui, en fait, amène cette sensation plutôt de bien-être, finalement, et les gens sont très bien et ils désaturent, en fait. Ils ont une saturation d'oxygène basse tout en se sentant relativement bien. Et c'est ce qu'on appelle effectivement l'hypoxie heureuse, qui a été donc décrit plus spécifiquement dans ce syndrome, donc dans cette maladie Covid. Alors, on a regardé un petit peu, nous, dans nos effectifs, donc toujours sur la même database dont on vous a parlé tout à l'heure, on a essayé de faire un petit peu le tri. On a repris tous les patients qui avaient à la fois les notions de dyspnée, les notions, un scanner donc, qui avait été fait par les radiologues, et on a un groupe un peu plus petit où on a regardé effectivement ceux qui avaient les gaz du sang. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, on a ici un regroupement, toujours avec l'analyse en composante principale, qui nous aide bien à essayer de comprendre les choses au départ. On a un regroupement, tout ce qui est les points jaunes, ce sont les gens qui ont une hypoxie, une hypocapnie, et donc qui n'ont pas de dyspnée, c'est-à-dire que c'est l'hypoxie heureuse en pratique. C'est ces gens-là, et en fait, ils se regroupent ici, bien entendu, avec la mort, le passage en soins intensifs. Et donc, cette hypoxie-hypocapnie est quelque chose de relativement sévère et un pronostic relativement sévère. Vous voyez ici, 42% de nos hypoxies-hypocapnies, de nos hypoxies heureuses, ont été transférés en soins intensifs et 20% sont morts. Donc, vraiment, c'est un tableau clinique qui est de très, très mauvais pronostic. Alors, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'absence de dyspnée chez un patient Covid ne doit pas être pris pour un signe de bonne évolution. Ça, c'est quelque chose d'absolument très, très important, et notamment
dans la frange des patients qui sont avec facteur de risque. Ce n'est pas la même chose chez le jeune de 24 ans que chez la personne de plus de 55 ans. Donc, les gens de plus de 55 ans avec facteur de risque, même s'ils n'ont pas de dyspnée, il faut faire très attention et donc surveiller, et c'est le seul moyen qu'on a, la saturation en oxygène par les petits saturomètres dont vous a parlé Didier. L'hypoxie heureuse conduit dans 43% des cas à la réanimation, dans 20% des cas au décès, donc c'est une maladie très très grave, et la surveillance particulière de la saturation en oxygène indispensable chez ces patients jusqu'à J8, J10 de l'évolution du début du signe clinique, éventuellement complété par des gaz glissants si nécessaire et par un scanner si nécessaire. Le troisième point que je voulais vous montrer, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le Covid, mais on a été submergé en fait à un moment donné par ce qu'on appelle le syndrome post-Lyme. Ce sont ces patients qui présentent des signes subjectifs la plupart du temps et qui viennent avec des sérologies de Lyme qui en fait ne sont pas des Lyme. Donc on s'est trouvé dans cette situation et il a fallu à un moment donné qu'on essaye d'objectiver finalement un certain nombre de ces signes subjectifs, notamment la douleur, ces gens-là, ça peigne de douleur. Et donc, la question a été mise sur la table et on a dit comment on pouvait essayer de mesurer la perception individuelle de la douleur. Donc, ça a été fait par Carole Aldin dans l'IHU. Et donc, elle a regardé parmi un certain nombre de patients. Alors, les contrôles positifs sont des gens qui ont des fibromyalgies pour lesquels il avait été montré effectivement que la perception de la douleur était abaissée chez ces gens-là. Des contrôles négatifs qui étaient les voyageurs du centre des voyageurs. Et puis, on a regardé chez 3 types de patients qui avaient des maladies infectieuses. Les patients aigus qui sont chez Philippe Parola, qui reviennent directement des urgences avec une pathologie plutôt aiguë infectieuse. Les patients chroniques chez Stein, qui sont plutôt des infections ostéo-articulaires. Et les patients contagieux, qui sont chez Jean-Christophe, qui sont effectivement des patients un peu intermédiaires. Et donc, ce dont on a pu mettre en évidence, c'est effectivement ce fameux test au brassard qui est simplement... On gonfle un brassard à 240 mm de mercure, de pression, et on demande aux gens de nous dire quand est-ce qu'ils perçoivent la douleur, en fait, quand est-ce qu'ils ont mal. Eh bien, on voit qu'il y a une différence très, très claire entre les gens qui sont donc des maladies infectieuses donc, aiguës et les gens positifs, donc les contrôles positifs. Donc, il veut dire qu'en fait, les gens qui ont des maladies infectieuses aiguës, on va le retrouver dans certaines maladies infectieuses aiguës, perçoivent effectivement moins. Et on perçoit plus la douleur que les autres. Voilà, donc quand on regarde donc les facteurs qui sont associés donc avec un test brassard positif, c'est-à-dire la perception de la douleur, eh bien en analyse multivariée, on s'aperçoit effectivement que la température joue dans cette perception de la douleur. C'est-à-dire que quand on a de la température, on perçoit finalement plus facilement la douleur. Quand les gens donc âgés perçoivent plus facilement la douleur, les femmes perçoivent plus facilement la douleur. Alors, à savoir pourquoi, quand on a des enzymes hépatiques élevées, des jours, on perçoit plus facilement la douleur, je ne sais pas pourquoi. Quand on a des infections respiratoires, on perçoit plus facilement la douleur. Dans les méningites, dans les infections urinaires, dans la neutropénie fébrile et dans la fièvre acute. Donc, du coup, on s'aperçoit que finalement, ce test de brassard, c'est-à-dire la mesure de la perception à la douleur, pourrait être un test qui peut orienter effectivement en clinique sur un certain nombre de diagnostics.